Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format podcast de Boussole Critique pour vous indiquer la direction du bon goût dans les œuvres cinématographiques. Je suis accompagné pour cela d'Eva. Bonjour. Qui va pouvoir vous expliquer un petit peu plus en détail quel est le principe finalement de cet étrange podcast cinéma. Il faut dire, il y en a tellement peu, c'était important d'en rajouter un nouveau sur les plateformes audio. Oui, alors exactement, on a vu donc un grand manque de connaissances et de création autour du cinéma. Donc on s'est dit, on va venir à la rescousse avec notre bon goût effectivement, et puis surtout notre avis éclairé sur les films, le cinéma, etc. Donc pour rajouter une pierre à ce désert en fait, tout simplement. Donc que dire de plus ? C'est vrai qu'on a fait un petit peu des choses en vidéo qui étaient aussi... Mais peut-être ça, je sais pas forcément. Ouais, ça on s'en fout. On s'en fout un peu, ouais. Et quel est le principe ? Le principe de ce podcast, donc on a choisi un thème pour ce premier épisode qui était l'école. Et puis j'ai proposé un film donc à Jordi. Jordi m'a proposé un film et nous allons en discuter. Et à la fin, il faudra décider lequel mérite d'exister tout simplement. Et merveilleux, super résumé. Et donc tu as choisi comme film... J'ai choisi The Breakfast Club ou Breakfast Club selon les versions. Et quant à moi, j'ai choisi Fight Back to School, film de 1991, succès hongkongais, dont on va vous parler juste après. Donc, effectivement, j'ai découvert Breakfast Club. On va commencer avec celui-là, je propose, avant de les confronter. Et vu que je ne l'avais pas vu, mais que je le connaissais quand même un petit peu, je vous propose le synopsis du film Breakfast Club avant de l'avoir vu. 4 jeunes adolescents passent leur temps à faire les 400 coups. Mais cette fois, Groucho, leur terrible proviseur, les prend sur le fait accompli et leur inflige la retenue de leur vie. C'est sans compter sur la malice de nos 4 comparses, attirés par le doux soleil de ce magnifique samedi après-midi, qui élaboreront les plans les plus ingénieux pour s'évader de cette prison de l'enfance. Donc effectivement, un pitch qui n'est pas si éloigné de ce qu'on peut voir dans le film, en sachant que tu n'avais ni vu la bande-annonce, tu avais juste à peu près une idée générale de ce que c'est, parce que c'est vrai que c'est quand même un film assez culte des années 80, qui est quand même représentatif d'une époque, mais c'est vrai que t'es pas si loin que ça. Non, Par contre, effectivement, je connaissais quelques trucs déjà sur le film. Je savais que c'était des jeunes qui étaient dans une école en retenue, qu'ils apprenaient des choses sur eux, mais j'avais vraiment l'image des 4 qui surgissent dans le couloir et qui glissent. Et du coup, pour moi, ça m'avait évoqué le fait qu'ils essayaient de fuir et apparemment, c'est pas tout à fait. Ah, donc t'avais quand même déjà vu quelques images du film en fait. J'avais vu celle-là, genre ouais, la en tout cas. bande-annonce ou un truc, des extraits quoi. Mais pas Voilà, grand-chose j'avais de vu plus. quelques extraits. Je crois pas que j'avais vu la bande-annonce, j'avais vu des extraits à gauche à droite. Effectivement, ouais, c'est vrai que dans ton résumé, c'est plus centré sur le côté un peu fuite qui laisserait suggérer quelque chose d'un peu plus fun que ce que c'était en fait. Mais C'est vrai. donc c'est pas tout à fait ça, mais l'essence y est quand même. Et puis On peut passer aux conditions de visionnage, car pour parler cinéma, il faut toujours se souvenir qu'on parle d'un point de vue de spectateur, et qu'il est toujours intéressant de savoir dans quelles conditions on a pu voir le film avant de dire si on l'a aimé ou pas. Et là, ça tombe bien, puisqu'on l'a vu ensemble. C'était plutôt un bon moment. Qu'est-ce que t'en penses ? oui, alors bon, le visionnage pour moi, pour cette fois-ci, il n'y a pas grand-chose à en dire parce que j'étais dans un canapé, peut-être qu'il faisait un petit peu froid dans la pièce, mais bon, c'est le maximum, j'avais quand même une couverture, donc c'était plutôt agréable. Par contre, ce sur quoi je vais revenir brièvement, c'est que c'est un film que j'avais déjà vu il y a quelques années et que j'avais beaucoup aimé. Pour moi, c'est un peu un des films cultes des années 80, il m'a été présenté comme tel, et je pense que je l'ai découvert dans un moment de vie qui était... assez pertinent, qui faisait vraiment écho, et en le revoyant, bon, on en reparlera un petit peu, mais j'ai pas du tout eu le même ressenti la seconde fois que je l'ai vu, malheureusement, donc cette fois-là. Ah, d'accord. Et toi, quelles étaient les conditions de visionnage ? Est-ce que tu as eu aussi un petit peu froid ? Non, ça va ? Ouais, il faisait un petit peu froid, mais c'est cool. Bon, on l'a vu chez toi, dans ton canapé, on est bien posé. En tout cas, c'était des meilleures conditions que l'autre film, mais bon, Oh, ça, on mon reviendra Dieu. dessus après. Non, c'était chouette. Ok, alors, donc The Breakfast Club ou Breakfast Club est sorti en 1985, réalisé par John Hughes, et il fait 1h37. Oh, il est assez court, hein, quand même. On va dire qu'il passe plutôt vite. Après, ce qui est un petit peu particulier, c'est que c'est donc un huis clos dans un collège où 5 jeunes sont en retenue pour différents agissements, et puis au fur et à mesure de la journée, ils vont apprendre à se connaître, mais aussi à se connaître eux-mêmes. Ah, c'est beau, ce que tu dis, c'est incroyable. beau, c'est incroyable. C'est vendeur, si vous l'avez pas vu. Et puis, ah oui, un petit fait intéressant. Ils ont quel âge à peu près ces jeunes, tu Alors, dirais ? ça, c'est une des choses sur lesquelles je pense que ça pourrait être pertinent de revenir, c'est que moi, j'ai eu
un des soucis que j'ai eu avec ce film, c'est que je trouvais que certains personnages faisaient beaucoup trop vieux et n'étaient pas du tout crédibles, ce qui m'avait pas marqué la première fois. Mais par exemple, le personnage de Bender, rien à voir. Ouais, j'ai pas du tout leur nom. C'est qui, Bender? Bender, c'est le criminel. Mais peut-être qu'on fera un petit tableau des différents personnages. Mhm. Mais c'est vrai que pour moi, il me sortait complètement du truc parce que j'avais l'impression que c'était vraiment un vieux déguisé en jeune. D'accord. Et effectivement, au casting, au moment du tournage, il avait déjà 26 ans. Là où ils ont l'air d'être des jeunes un peu lycéens qui doivent être tout juste majeurs. Mhm. Donc, ça m'a un peu sorti, c'est vrai. D'accord. Donc, vous avez 5 personnages principaux, tous extrêmement archétypaux, et c'est le principe du film. Donc, vous retrouvez l'athlète, la princesse, le criminel, le cerveau et la cause perdue, comme elle est qualifiée. On a vu le film en anglais, donc c'est The Basket Case, qui peut être traduit par cause perdue. Et puis, donc, c'est des personnages extrêmement différents qui ne se côtoient pas ou peu dans la vie quotidienne du lycée et qui se retrouvent ici à interagir et à être enfermés. C'est un peu long, les retenues. Moi, à mon époque, c'était 1-2 heures de colle les samedis matins. Là, c'est de 7h à, je sais plus, là, au soir. C'est 10 heures de retenue. C'est une jolie journée, c'est une jolie journée. Mais bon, après s'ils ont vraiment fait les cons, c'est comme ça, quoi. Ok. Alors, est-ce que tu veux nous résumer brièvement, après ton pitch un peu alternatif, qu'est-ce qui se passe vraiment? Quel était ton ressenti par rapport à ce film? Et qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, résumé, c'est 5 jeunes qui arrivent les uns après les autres à l'école de manière assez stéréotypique, chacun dans leur genre, qui se retrouvent dans une salle et là, il y a un espèce de dirlo disco qui se ramène et qui leur fait, écoutez, vous êtes collés, vous allez faire une disserte, je crois que c'est 1000 mots. 1000 mots, c'est pas mal, 1000 mots. Sur qui vous êtes. Et là, j'ai noté, quand même, la punition, elle est plutôt chouette, c'est plutôt chill comme truc et tout machin, et ça montre que le dirlo, il s'intéresse un peu à leur personnalité, à qui ils sont, et il les invite à réfléchir, et on va voir que le dirlo disco, du coup, il l'a bien fait parce que les jeunes vont effectivement réfléchir sur eux. Par contre, ils vont pas faire la disserte, ça c'est un peu moins bien. Non, ils vont réfléchir sur eux à leur façon. Au final, on verra que cette dissertation sera faite par un seul élève, donc ils restent quand même fidèles à eux-mêmes. Oui, ça c'est une arnaque, mais on pourra en revenir dessus, oui. ouais. Et grosso modo, moi, ce que j'en ai pensé, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé chouette. En fait, je pense que la première demi-heure, ça m'a un peu saoulé. Je me disais, ok, c'est un film full nostalgie qui fonctionne et qui fait que les gens l'apprécient. Ça me fait le même effet que Ghostbusters, quoi. Et après ça, où j'ai lâché un pavé. Oui, il faut savoir que tu n'aimes pas du tout Ghostbusters. Ouais, il faut savoir. Il n'y a pas besoin de savoir vraiment, mais oui. Je suis pas fan du premier Ghostbusters. Et grosso modo, après, ça s'améliore. Je pense vraiment, notamment, il y a une scène où les 5 sont posés et passent leur temps à discuter. C'est une scène qui dure genre un quart d'heure, qui fonctionne vraiment bien. Mais sinon, le début est laborieux. Je pense, on a dit nos avis généraux, on peut peut-être d'ailleurs partir directement là-dessus. Sauter dans le film. Donc, effectivement, vous avez ces 5 personnages assez particuliers. Moi, je vois au début que je ne les ai pas nommés, donc athlète, princesse, criminel, cerveau et cause perdue, mais en regardant le film, je les ai appelés athlète, bonasse, intello, artiste, casse-couille. Ah ouais, joli, c'est pas mal. Je pense que j'aurais donné à peu près les mêmes noms. Ouais. Est-ce qu'on fait un petit passage sur chacun d'entre eux? Si on devait faire un top 5, non, je sais pas. Un top 5 des personnages. Un top 5 des personnages les moins caricaturaux. Non, pas les moins caricaturaux. Non, mais c'est impossible. En fait, je pense que c'est un peu moi le souci que j'ai eu au revisionnage de ce film, c'est que le principe, c'est de présenter des personnages caricaturaux, mais là, c'est dans l'excès absolu. Enfin, ça veut dire que la personnage, la cause perdue, elle parle pas pendant toute la moitié du film. On voit qu'elle fait des dessins. Elle dessine extrêmement bien des choses super compliquées en peu de temps. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça suffit pas pour la rendre bizarre, à savoir qu'elle s'asseye au fond, qu'elle soit habillée chelou, qu'elle dessine. Non, elle rajoute sandwich. Non, mais surtout, elle rajoute de la neige à son dessin en se frottant ses pellicules dessus. C'est un peu juste. C'est à chaque fois pour moi c'est là où ça va, la pointe bascule qui va un petit peu loin. Mais ça c'est parce que t'es jalouse, t'as pas de pellicule. Vu que c'est le sujet principal, ça m'a pas tant gêné. Si ce n'est pour un personnage. En fait, typiquement l'athlète, je trouve qu'il fait pas tant des trucs d'athlète. Ça a pas l'air d'être un gros bobet. À un moment,
il fait quand même la roue. Ouais, c'est possible. Bah, et du coup, c'est pas vraiment. Enfin voilà, et je crois qu'il fait des pompes à un moment, mais je suis plus sûr. Mais bref. Mais il n'est pas toujours axé sur ses muscles. Il n'est pas genre débile. Pour moi, quand je pense à l'athlète débile, je pense à l'épisode de Malcolm avec les bonhommes qui font Le du. bodybuilder, ouais, Ouais, ok. les bodybuildés qui sont incapables de retrouver le gamin et puis qui tapent dans l'arbre en disant on est faible comme des filles. Et puis qui ils commencent à paniquer. Non, ils sont géniaux. Ouais, C'est alors c'est à ce merveilleux. niveau-là, je Regardez pense qu'on Malcolm. pourra aussi faire un petit point années 80 et évolution de la société et on est des filles parce qu'il y a, je pense que c'est un peu quelquefois mon féminisme et ma sororité qui se sont hérissés en visionnant ce film. Ah, pourquoi Pourquoi mais je sais pas exactement comment est-ce que tu veux faire si tu veux qu'on prenne le film dans l'ordre scène par scène. J'ai pas l'impression que ce soit Bah, moi, forcément j'aimerais bien pertinent. déjà qu'on parle des personnages. Ouais, on peut revenir sur chacun des personnages et puis Mhm. après peut-être Donc parler c'est vrai du qu'il n'y en a rythme pas du film. trop. On a Ouais. 6 personnages, enfin 5 personnages principaux, Mhm, 2 personnages mhm. secondaires et puis les parents encore. Moi, j'aimerais commencer peut-être avec le premier qui me semble que l'on voit. Je crois que c'est l'intello, que c'est le cerveau. Brain. Brain, ouais, qui est peut-être le plus effacé et qui est un peu, qui est pas forcément caractérisé par le fait que ce soit un brain, mais qui est aussi un peu chelou, qui me paraissait pas si intello que ça. Enfin, oui, il doit bosser un peu. Enfin, il est inscrit stéréotypiquement comme ça. Quand les parents l'amènent au début, d'ailleurs, les parents servent beaucoup à montrer un peu d'où viennent un peu ces stéréotypes des enfants. C'est assez intéressant et du coup, ça montre l'importance que vont avoir ces mômes à devoir s'élever contre les figures d'autorité pour trouver leur propre manière d'être, etc., etc. Et du coup, lui, je le trouve assez sympathique. Je suis complètement en empathie avec lui parce qu'il est un peu toujours dans son coin. C'est un peu celui qui est rejeté par les autres. Ouais, puis Et soumis quand même. Parce que ouais, quand on assez lui dit fais soumis. ça, il le Et fait. Enfin, c'est un peu ouais, c'est un peu le insuleur. soumis du groupe. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont beau se déconstruire, lui va rester soumis du début à la fin. Voilà, voilà. Ah oui, je pense qu'il faut qu'on dise aussi qu'on divulgage complètement les films ou bien on évite. Non, Oui, on s'en bat. on va spoiler comme des gros sales, sachez-le. Après, bon, c'est un film des années 80, franchement. Et honnêtement, pour celui-ci, c'est pas si important parce que c'est vrai que le contenu du film. Mhm. Enfin, on vous aura tout dit si on vous dit ces 5 jeunes qui font une retenue un samedi matin. Très bien. Voilà. Et ouais, du coup, les personnages, pour moi, c'est un peu le symbole de celui qui s'émancipe finalement un peu le moins de la caricature, mais aucun s'émancipe complètement de la caricature. Ils sont pas, ils sont pas transformés entre le moment où ils sont rentrés et le moment où ils ressortent le soir. Et c'est celui qui change le moins, mais c'est aussi le plus sympathique. Enfin, c'est celui auquel on donne le moins les moyens d'être antipathique. Oui, disons. contrairement à Bender, qui pour lui est. Enfin, lui, c'est vraiment le personnage insupportable. Ah, je qui voulais le garder pour répond- la fin. Oh, tu voulais. D'accord. Bon, alors, on en parlera plus tard, mais c'est vrai que donc, on a la princesse qui est un peu le Mm. personnage archétypal d'être extrêmement populaire, beau, enfin belle du coup, appréciée par tous, qui est un peu son pendant, donc l'athlète, qui est Andrew. Ah oui, la princesse s'appelle Claire, l'athlète s'appelle Andrew, et qui est effectivement pas non plus complètement stupide, mais qui... Andrew, je pense que c'était mon préféré. C'était celui, alors c'est drôle parce que c'est l'athlète et il est censé être le stéréotype de l'athlète un peu teubé. Ça me semblait être le moins teubé de l'équipe, celui qui savait le mieux se tenir en société, celui qui était le plus nuancé, celui qui était le plus ouvert à la discussion. Mais d'ailleurs, il me semble que c'est lui qui dit la fameuse citation nous sommes tous bizarres, certains savent juste mieux le cacher que d'autres. Il me semble que c'est une phrase qui vient de lui Ah, dans le d'accord. film. C'est le moment où il dit We are the world, we are the children, non? C'est cela, exactement. Donc nous avons Ali également, qui est très peu loquace jusqu'au moment où elle prendra de la drogue qui lui délira un peu la langue. Mais au début, elle est vraiment assez mystérieuse. Ah, elle prend de la drogue, elle? J'avais pas tilté. Ouais, non, oui, il me semble. Ah, il me semble qu'il y en a quelques-uns qui vont fumer, puis elle, d'un coup, effectivement, j'avais pas compris pourquoi d'un coup elle est loquace comme ça. J'étais là, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? À mon Elle est avis, bizarre et pouf, elle est plus bizarre. ils font un sacré aquarium dans la bibliothèque quand même. Ouais, c'est vrai. Donc, À noter un truc aussi pas mal, hein, si vous êtes une fille coincée qui a de la peine à parler en public, maquillez-vous. Après, mais apparemment, c'est attends, tout bon, ça règle tous vos problèmes, c'est ça, merveilleux. je pense on fera le point femme un petit peu plus tard. Ok, Le point dépression de Eva. Je pense qu'on pourra l'appeler comme ça. d'accord. Et puis, donc, tu voulais garder Le meilleur pour Bender la fin. pour la fin. Oui. Bah, en fait, Bender, il s'appelle. Bender, ouais. Bender, ouais. Alors, en fait, le criminel, son apparition, il est déjà... il arrive habillé avec un grand manteau, des lunettes de soleil et tout. Il y a une voiture qui manque. Et oui, le chat qui saute de l'arbre à chat, c'est merveilleux. Il manque de se faire écraser par une voiture, mais il bronche pas le type. Je dis, ok, on est vraiment dans le bon, lourd stéréotype. Et son stéréotype, c'est vraiment d'être insupportable, c'est d'être un peu le pauvre insupportable. Et
c'est celui avec lequel j'ai eu le plus de mal. D'autant plus qu'il porte en plus une bonne première demi-heure du film, voire plus. C'est vraiment lui qui est au centre de tout, c'est lui qui a la plupart des répliques, qui lance tout le dynamisme, etc. Et il est volontairement insupportable, mais en même temps, j'ai l'impression que le film veut nous le rendre plus irrespectueux qu'insupportable. Du coup, on est dans un espèce de flou qui, moi, me dérange un peu. J'avais aucune attache pour ce personnage. Je le trouvais pas cool, je le trouvais pas intéressant, pas attachant. J'ai l'impression vraiment que que c'est pas forcément le but du film qui veut quand même nous le rendre attachant, étant donné que c'est celui qui clash le plus tous les autres, c'est celui qui est le plus insultant, entre guillemets. Mais les autres ont une forme d'indulgence C'est ça. très très large envers Mhm. lui. Alors que d'autres, dès qu'ils vont faire une remarque, les autres vont lui faire non, mais t'aurais pas dû dire ça. Alors que l'autre, le criminel, il peut dire à peu près ce qu'il veut. Les autres, ils vont faire ouais, au fond, il a pas tout à fait tort. Non, puis il y a un truc très très bizarre aussi, c'est qu'il est vraiment désagréable avec les profs, aussi avec les élèves au début. Enfin, c'est vraiment un con, hein. C'est un petit con, on peut le dire. C'est un petit con, ouais. Appelons les choses comme elles sont. Et ce qui est bizarre au début, c'est que quand il fait des conneries et que l'autorité, la figure d'autorité vient, les autres le couvrent. Mhm. Et je trouvais ça étrange et peu réaliste dans le sens où ça montre un peu qu'il y a une sorte de, comment dire, de complicité au-dessus de tout entre les générations. De sororité De jeunes. estudiantine, tu veux dire. Oui, bien sûr, c'est ça. Et mais en fait, je trouve que c'est peu amené dans le film. C'est comme si au-dessus de tout, ils vont le protéger. Mais en fait, c'est tellement un con que je vois pas dans quel monde des élèves le soutiendraient. Alors ça m'a moins gêné. Effectivement, le début du film, les personnages vont un peu se prendre la tête parmi, on va dire. Mais à partir du moment où il y a une figure d'autorité qui arrive, toutes ces divergences disparaissent et ils s'unissent tous contre cette figure d'autorité. J'ai trouvé ça plutôt chouette. C'est vraiment la première fois où ils sont tous ensemble. Ça fait très lutte des classes, ou ça fait très dealer contre les flics, ouais, disons. Et voilà, quoi. Oui, bah c'est vrai que c'est un film qui interroge un peu les questions de génération. Enfin, je pense une des raisons principales pour lesquelles j'ai beaucoup aimé ce film quand je l'ai vu et puis que maintenant il me touche moins, c'est un film qui résonne différemment, je pense, quand on le regarde et qu'on est en plein dans ces questionnements-là. Enfin, les questionnements, c'est le sexe, qui a couché, avec qui est encore vierge, qui l'a déjà fait, ouais, qui a quel copain, qui a quelle place dans le lycée, quels sont les parents, comment est-ce qu'ils sont acceptés par leurs parents. Un des grands enjeux aussi du film, c'est de découvrir pourquoi est-ce que ces 5 élèves sont en retenue. C'est un peu les indices qui sont distillés tout au long du film, des raisons qui ont poussé les élèves à être là. Ce qui est assez chouette, en fait. Je trouve que c'est un film où il se passe peu de choses, puis c'est vrai que ça met quand même un peu du suspense. On est un peu en attente de comprendre qu'est-ce qu'ils font là. Et en même temps, ça vient un peu avec ses gros sabots, et je suis presque triste de plus trop l'aimer. Parce que ça montre que je suis passée dans un stade de vie qui est quand même différent. Et je pense que les révélations qu'il propose dans ce film sont, pour moi, datent un petit peu. Même si elles sont toujours pertinentes, mais ça me touche plus autant, malheureusement. Oh, c'est triste. Oh. Oh, bah, vu que je le découvrais, ça allait. Effectivement, à part le personnage principal, qui était, enfin, celui qui est plus principal que les autres, qui était assez insup, et qui, malgré ça, est sauvé par sa gueule. Parce qu'il a une putain de bonne gueule, je trouve. Il a un regard, et j'aurais trop voulu avoir les mêmes cheveux que lui aussi. Non, il a vraiment une bonne gueule, je trouve. Il te ressemble beaucoup avec les cheveux bruns et les cheveux longs. Mais non. Après, mais il a vraiment les yeux de chien Ouais, battu, c'est ça, en il plus, a une tête qui de chien, fonctionne vraiment bien. Non, l'acteur est vraiment bon. Mais effectivement, après, c'est dommage qu'ils doivent être toujours dans l'excès insupportable et qu'il n'y ait pas une sorte de fêlure à un moment, je trouve. Ça manquait peut-être... il est toujours dans la mise en scène et à aucun moment, j'ai l'impression de l'avoir trouvé un peu sorti de ça, un peu plus honnête, etc. J'ai l'impression que les autres le font tous, mais que lui, moins. Et c'est dommage. En fait, les moments où il est le plus sympa, c'est quand il ferme sa gueule. Et ça, c'est un peu Après, dommage. j'ai quand même une théorie par rapport à ça. C'est que, bon, pour moi, il avait l'air extrêmement vieux dans le film, ce qui m'a pas mal sorti. J'avais vraiment l'impression d'avoir un vieux déguisé en jeune. Donc, pour un petit point, donc Claire et Ali, Claire et Brian avaient 17 ans au moment du tournage. Andrew et Ali, 23, donc ce qui est déjà un âge honorable. Et Bender, 26 ans. Donc, ce qui suggère qu'il a à peu près redoublé, je pense, 8 fois ses classes. Donc, ce qui explique qu'il y a quand même des petits... ouais, c'est un peu chaud, quoi. On peut peut-être parler aussi des scènes qu'on a plus appréciées ou moins appréciées. Effectivement, pour revenir à Bender, pour moi, il y a juste la scène où le directeur le menace physiquement, où là, il n'a rien à dire, il ne sait pas quoi dire. C'est la seule fois où je le sentais un peu
plus dans son personnage construit et tout, et où sa gueule de chien battu marche mieux que jamais. C'est une scène que j'ai bien aimée. En fait, et le personnage du directeur, si on peut en dire un mot dessus aussi, il est assez drôle parce que dès qu'on le voit, il est complètement dans l'image qu'il donne de lui-même. Il est avec ses espèces d'habits disco, il se regarde dans le miroir, il a vraiment la coiffe et tout pour simplement garder des jeunes qui sont en col. Ça m'a fait beaucoup rire, ce personnage. Au début, il a l'air sympathique quand même. Enfin, je trouve qu'il a un look sympathique. Il n'a pas la tête du directeur. Moi, quand j'imagine le terrible directeur, je l'imagine plus vieux, avec une calvitie très moche, une voix beaucoup moins... une voix peut-être beaucoup moins suave. Et lui, c'est assez drôle. Bon, on sent aussi qu'il est tout le temps un peu en démonstration parce que Oui. souvent il donne un peu, il se met ce masque, il respire un grand coup, il rentre dans la salle de colle, il donne son truc, il en ressort, puis on sent qu'il souffle. Donc c'est vraiment un peu les masques que chacun doit porter et puis qu'on continue à porter à l'âge adulte. Je pense que c'est un peu ce que suggère le film avec ce monsieur Vernon, je crois, il s'appelle le principal de ce lycée. L'autre scène que j'ai beaucoup aimée, c'est celle où enfin ils sont posés tous ensemble et qui parlent. Et qu'il y a 15 minutes peut-être où ils font que de parler. Où il y a un premier plan assez large, on les voit les quatre, après ça s'arrête un peu sur chacun. Il y a un travelling latéral très très chouette avec l'athlète justement qui se confie sur pourquoi il a été collé. On rentre dans quelque chose de beaucoup plus personnel auprès de chacun de ces jeunes. La réalisation joue très bien avec ça aussi. La réalisation c'est très très bien manié. Les moments où il faut accentuer avec des gros plans, des plans plus larges, etc. Je trouvais que c'était toujours très bien choisi. Et que c'est pas quelque chose de formellement hyper établi on montre le plan large pour les introduire, après on fait champ contre champ un peu serré dès que c'est un peu personnel, puis on revient. Non, ça jongle plus que ça, et ça c'était assez propre. Et j'ai beaucoup retrouvé ça du coup dans cette scène, où on revient quand même plusieurs fois à ce plan plus large, où on va transitionner aussi de personnages, d'échanges. Et c'est un moment aussi où le criminel se tait un peu plus et laisse enfin la place aux autres personnages d'exister. Alors, c'est vraiment la scène forte du film. Oui, alors il faut quand même donc juste préciser un truc intriguant sur cette scène, c'est qu'il y a une grande partie qui a été faite en improvisation de la part des... Ah ouais. Ouais, il y a une grande partie d'impro. C'est aussi, donc tu parlais de la réalisation, c'est le premier film de John Hughes, mais il a été fait, il a tourné celui-ci et la folle journée de Ferris Bueller en même temps. En même temps ? Alors... Je pense qu'il a commencé d'abord celui-ci et puis il travaillait déjà sur la folle journée de Ferris Bueller en même temps, puis les deux sont sortis à une année d'intervalle. Ah, tu veux dire, il n'avait pas deux caméras et puis il regardait dans une et dans l'autre en même temps quand il Alors peut-être, c'est vrai que j'ai pas les détails précis, mais c'est pas impossible que ce soit quelque chose comme ça. Ça m'étonne pas, c'est deux films qui sont très 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 proches quand même. Après, la scène dont tu parles, c'est vrai qu'elle est chouette, c'est un peu le moment où chacun va se confier, ils vont se rendre compte que malgré leurs différences, ils sont tous pareils au fond, et qu'ils vont devenir réellement amis, ils vont un peu laisser tomber tous ces côtés de je suis dans tel camp, je suis comme ça, toi t'es comme ça, laisser tomber leurs a priori et se rendre compte qu'en fait ils ont tous des familles un peu pourries à leur façon, qu'ils ont tous de la peine et puis qui vont aussi dévoiler les raisons pour lesquelles ils sont collés, entre autres, qui sont assez intrigantes. On a par exemple l'athlète à qui on reproche souvent d'être un suiveur, à rien faire. Lui, la raison pour laquelle il est en colle, c'est parce qu'il a scotché les fesses d'un élève plus faible pour un peu montrer sa dominance, et puis parce qu'il a l'impression que c'est ce que son père voulait de lui, qu'il s'affirme et qu'il fasse un peu le cancre, parce que sinon il serait passé à côté de choses. On a Claire qui séchait les cours pour aller faire les courses ou du shopping, quelque chose comme ça. Bender qui a lancé une alarme d'incendie, une alarme d'incendie, je crois qu'il a tiré quelque chose comme ça, donc ce qui est assez dangereux, il est collé pour cette raison. Brian, on apprend qu'il a fait une mauvaise note, et puis le fait d'avoir échoué, ça l'a mis tellement dans un état pitoyable qu'il voulait se suicider, et puis qu'il avait du coup pris un pistolet fusée qu'il a mis dans son casier. En fait, il est parti, il y a eu un départ de fusée dans son casier, donc un fiasco total, et il est collé pour cette raison-là. Et puis, Ali, qui est là pour, je te laisse lui dire la raison pour laquelle elle est en colle. Ah, je sais plus pourquoi. Eh bien oui, c'est à peu près ça. En fait, elle est là parce qu'elle avait rien de mieux à faire. Ah oui, c'est juste. C'est la raison qui est annoncée, donc en fait, elle est là parce qu'elle s'emmerdait, puis qu'elle se dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire de mon samedi ? Et puis en fait, elle souligne, elle, que ses parents l'ignorent complètement, la négligent. Puis du coup, elle se dit autant... Bah ça, c'est possible. Hein. Moi, je me souviens, quand j'étais môme, une fois, un dimanche matin, je savais pas quoi faire. Du coup, j'ai été à la messe. J'allais dire la même chose.
Et Ouais. c'est la seule fois de ma vie que j'ai été à la messe. Puis j'ai fait 1 heure, je suis ressorti, je me suis dit, bon, bah, j'ai découvert ce que c'était. C'est pas trop mon truc. Je pense que mes dimanches matins, je vais les utiliser autrement la prochaine fois. Oh, Mais une ouais, belle non, découverte. effectivement. C'est effectivement, ça a effectivement un peu la scène pivot. C'est celle qui dure le plus longtemps, c'est celle qui prend le plus de place, où les personnages se développent le plus. Et c'est aussi celle où il y a des confrontations aussi sur les personnalités de chacun. Il y a aussi on n'est pas Ouais. juste tout le monde est copain, il y a quand même encore des clashs, etc. Bon, il y a surtout le clash qui m'a ravie, à savoir, est-ce que tu as déjà couché? Et puis à essayer de faire de la pression sur la Oui. princesse Claire pour savoir si elle a couché, que c'est hyper important de la traiter de pute, enfin un peu tout ce côté de... Oui, ouais. C'est un petit peu thématisé, mais avec les yeux d'aujourd'hui, ça a vachement vieilli. Tous ces propos-là, c'est un peu tristoun, et encore plus la fin avec la formation des couples. D'accord. Moi, ça me fait un peu mal au bide de revoir ça, donc... Alors moi, ça m'a pas... Alors au contraire, je trouvais ça super d'actualité, parce que je pense surtout à la phrase, je sais plus quel personnage dit ça justement à la princesse, alors ouais, où ils lui font pression pour savoir si elle est vierge ou pas. Donc voilà, on est sur cette ambiance, mais avec un personnage qui dit, en fait, t'es un peu coincé parce que si tu dis que tu l'as déjà fait, t'es une pute, si tu dis que tu ne l'as pas fait, t'es une prude. Mais Et c'est elle-même qui le dit. c'est elle-même Je qui crois le que dit, c'est ouais. Ok, c'est c'est elle qui dit, possible. quand on n'arrête pas de l'attaquer, elle dit, mais de toute façon, je peux rien répondre. Dans tous les Mhm. cas, c'est contre moi. Ouais, Mais- ouais. Et je mais trouvais ça malgré très intelligent parce qu'effectivement, c'est un moment où ce genre de choses te définissent tellement et où, en tout cas pour ce personnage féminin, il n'y a pas de bonne porte de sortie, il n'y a pas de solution. Alors oui, Avec en plus un côté glauque rajouté par l'autre personnage qui mytho des aventures sexuelles avec son psy, qui te met un peu mal à l'aise, où je trouvais dommage qu'après ça se désamorce en disant mais non, c'est des conneries. Et où d'un coup le film step up en termes d'enjeux adultes finalement et de noirceur qu'il n'y avait pas avant. bon, après, le noirceur, il y en a quand même un qui se fait vraisemblablement battre par ses parents. Enfin, il y a quand même... Oui, En effectivement. filigrane, il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez Ouais. dures. Puis on sent que les élèves sont durs entre eux, qui sont durs, enfin que le monde est dur avec Mhm. eux. Enfin, je pense que c'est ça qui fait aussi un film un peu générationnel, puis qui me pousserait à vous le conseiller. Enfin, si vous avez, je sais pas, si vous êtes dans ces questions-là de 17, 18 ans, de l'autorité, de vivre chez ses parents, je pense que c'est vraiment un truc... c'est un vrai passage de vie de plus vivre Mhm. avec, mais c'est vrai que c'est un moment compliqué de savoir comment s'émanciper de ça, malgré le regard des autres qui est omniprésent dans l'école. Enfin, je pense que c'est un beau film à ce regard-là, puis c'est pas pour rien qu'il a eu aussi le succès qu'on lui connaît, et qu'il est, je crois, dans les listes des films, des meilleurs films de tous les temps assez régulièrement. C'est quand même D'accord. l'hymne d'une génération, d'une époque, enfin, je peux le comprendre, mais certains aspects sont très datés. Par exemple, effectivement, tu as soulevé avant que Claire et Bender vont se mettre ensemble à la fin. Oui, alors j'ai comment noté les est-ce bisous, parce qu'il y a quand même il y a 3 baisers de fin hein, qui sont entre l'athlète et puis la cause perdue, donc la Mhm. chelou, où on s'attendait qu'à la base l'athlète il finisse avec la princesse avec le criminel, bisous, et le cerveau. Qui c'est qui l'embrasse, lui? Il embrasse la dissertation qu'il a fait tout seul dans son coin. C'est beau. Est-ce que ce serait pas un beau message pour les futures générations? Ah, moi j'ai Est-ce que pleuré hein, quand j'ai vu ce couple-là, je l'ai vu embrasser la dissert, je me suis dit, oh c'est non le mais plus c'est beau. beau. C'est le plus beau. Moi j'ai jamais vu un élève faire ça. S'il y en avait plus qui faisaient ça, franchement, moi, c'est incroyable. J'espère merveilleux. qu'elle acceptera aller au bal avec lui et tout. Note maximale directe, ouais. Non, Mais c'est vrai que, les 3 couples, ouais. Du coup, comment est-ce que Claire et Bender finissent par se mettre ensemble? D'abord, Bender l'insulte, un peu l'harcèle sur le fait qu'elle soit toujours vierge ou pas. Ah ouais, c'est vrai qu'il Euh, passe beaucoup de temps un peu à lui courir après. se met sous son bureau pour Oui. essayer de lui toucher la culotte, la regarde droit dans les yeux en lui... Ouais, lui toucher la culotte, t'es gentil encore. Ouais, mais c'est un peu ça. Enfin, il y a un plan, Oui. un plan culotte quand même. En sachant qu'elle a 17 ans au moment du tournage, hein, quand même. Et que lui 26. Donc voilà, ça met en perspective les choses, elle est mineure. Bon, bref. Et puis, il la regarde aussi droit dans les yeux en lui disant des trucs un peu salaces. Et Ouais. puis, au Qui est final, une très chouette scène, j'ai trouvé. Moi, j'ai après bien aimé. s'être fait insulter dans tous les sens et tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne sa boucle d'oreille, elle lui donne sa boucle d'oreille en diamant et l'embrasse. Et je sais pas si c'est un très beau message à avoir de comment avoir une petite copine vraiment insultée là. Et puis Après c'est assez rigolo parce que depuis le début du film, elle est à fond sur lui. C'est vraiment. Ah, moi je la trouve dès le début du film, mais parce que t'en as 2 qui sont un peu après elle. Enfin, t'as justement le criminel et puis l'athlète.
L'athlète, le Non, moindre truc Brian qu'il aussi, propose- à un moment, il est en mode ah ouais, je vais mettre un truc sur ma tub parce que. Quoi? Ouais, il y a un moment où il cache un peu ça. Enfin, on sent qu'il y a un peu les hormones qui montent dans cette salle de classe. D'accord, j'ai pas tilté que Brian se mettait un truc sur la tub. Enfin, ouais. J'ai sauté cette scène, je crois. Mais non, mais l'athlète, plusieurs fois, il lui propose ouais, machin, on fait ci, on fait ça, est-ce que tu fais quelque chose samedi prochain? Puis elle est toujours un peu ouais, non, bof, non, dégage, tu pues. Alors que le criminel, il peut lui dire n'importe quoi, elle est toujours en mode mais pourquoi tu me dis ça en Mais fait ça nourrit un peu cet Et imaginaire un de. peu, elle est de- déjà à fond sur. Moi, je l'ai assez interprété en mode. Elle est à fond sur lui. Du coup, lui, il profite, il dit tout et n'importe quoi parce qu'il est aussi un peu sur elle. Mais en même temps, il veut se donner l'air non. Et puis au final, ils finissent ensemble, ouais. Pour moi, ça nourrit vraiment l'imaginaire de. La fille va toujours choisir le mauvais garçon plutôt que le bon. Enfin, j'ai pas trop aimé ça. Honnêtement, aujourd'hui, c'est un des trucs qui m'a fait un peu. Ouais. Je suis un peu réticente et moi, j'y ai pas vu. J'ai pas eu l'impression que dès le début, elle était attirée par lui. D'accord. J'avais pas l'impression qu'elle envoyait des signaux dans ce sens-là. Et puis, pareil aussi Vu pour qu'on le est- vu couple. qu'on est, Ah ouais, non, vas-y. Ouais, je vais juste enchaîner du coup sur le couple Ali et comment il s'appelle et Andrew. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc ils ont cette conversation ensemble. Est-ce qu'ils vont être encore amis? Qui ils sont? Leurs parents? Très Qu'est-ce chouette qu'ils ont fait? conversation. Pour moi, Très c'est le moment le chouette. plus intéressant, entre parenthèses, dans ta parenthèse. Le moment où ils se demandent, mais en fait, on est comme ça aujourd'hui, comment on sera lundi? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on est amis ou pas? Et c'est très chouette. Ouais, ouais, c'est sûr. Non, mais il y a plein de choses intéressantes à ce moment-là. Mhm. Mais c'est vrai qu'après, c'est. Alors, bon, on va un peu éviter les détails, mais en gros, chacun retourne un petit peu à ses affaires. Et qu'est-ce que font les deux filles? Elles vont au Évidemment, salon de coiffure. elles vont au non, en fait, donc Claire se dit que Ali, ça ne va pas du tout. Elle a les cheveux devant les yeux, du noir sous les yeux, malgré le fait que Ali dise oui, moi j'aime bien mon style, quand même le noir, j'aime bien le noir. Elle va quand même la relooker, changer les fringues, les cheveux. Elle a tout dans son sac, ce qui va lui permettre de pécho l'athlète. C'est un beau message, encore une fois, j'adore ça. C'est un plaisir. Alors moi j'étais impressionné par effectivement la capacité de relooking. Ouais, voilà quoi. Je me suis dit c'est pas les toilettes des filles, c'est vraiment un salon de coiffure. Il y a tout. C'est merveilleux. Non, mais alors, ça va. Mais après oui, il y a le côté un peu kitsch de elle arrive après, puis elle est toute pouponne, et puis t'as l'athlète qui la regarde en mode wow, il a la gueule qui lui tombe jusqu'au sol. Derrière Cet tous ses ex-avery. cheveux, il y avait une belle madame. C'est un peu les scènes à chaque fois Voilà, tu sais, de quoi. la fausse moche qui a des lunettes, puis elle enlève Oui, ses oui, lunettes oui, et oui. t'es là, waouh. Ah, il y a le phénomène fausse c'est- moche, ouais, c'est un peu. Bon, après, je trouve qu'elle est pas si. Enfin, ouais, voilà, c'est pas. Ça devient pas non plus une bombe absolue quand elle est maquillée. Mais c'est ça qui est triste, c'est qu'en fait moi je la trouve super mignonne quand elle est comme elle est elle-même en fait. Ah non. Moi, je trouve- Chacun son avis, dites-le nous, mais moi je trouve que ça lui va bien, enfin ça colle à sa personnalité, ça colle à qui elle est, à son personnage aussi. Bah, elle Puis a c'est des vrai que- pellicules. Ça, je sais pas si dans le salon de coiffure ils ont enlevé, mais c'est vrai que ça, le fait qu'elle soit valorisée quand enfin elle est super maquillée, bien habillée, avec son petit serre-tête, alors là c'est bon, elle peut pécho, alors qu'avant, ouais c'est pas terrible. Moi j'aime pas. Mais chacun est libre et puis on serait ravis de savoir ce que vous en avez pensé de l'évolution de ce personnage-là, parce que visiblement on a des avis assez différents par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a un truc assez intéressant dans cette transformation, c'est que le principe même du film, c'est de dépasser les stéréotypes de chacun des personnages. Or, là, on est confronté de plein fouet en fait à une scène assez stéréotypique et avec des codes enfin des normes genrées très stéréotypiques aussi. Et c'est vrai que du coup, le film, vu aujourd'hui, se prend peut-être un petit peu les pieds dans le tapis sur un truc comme ça. Quand il passe son temps justement à questionner cette construction d'identité, de personnalité vis-à-vis à ce qu'on représente physiquement aussi. Le physique est très très important pour chacun de ces personnages et de manière générale, il y a vraiment en fait une physicalité, j'ai envie de dire, de la personnalité de chacun de ces gamins qui se retrouvent dans comment ils s'habillent, de comment ils se comportent, etc. Mais aussi, rien que les voitures qui les emmènent à l'école, où évidemment ceux qui ont des classes plus aisées, ils ont des voitures plus grosses. L'athlète, il vient dans un 4x4. Le criminel, qui est du coup le pauvre, il vient à pied, pas emmené par ses parents. Il y a oui, vraiment non, mais ce c'est, phénomène-là qui se retrouve à travers tout le film. La bouffe aussi, tout C'est simplement ce que chacun mange. Jean-Michel le caricature, hein, c'est sûr qu'ils sont extrêmes à tous les niveaux. Les raisons pour lesquelles ils sont là, enfin, tout participe à ces personnages-là. Mais ce qui rend en fait la morale de fin, ou plutôt en fait, on finit donc ce film. Je pense que vu que ça fait gentiment 40 minutes qu'on y est, on va pouvoir juste conclure rapidement.
la scène de fin, ou le moment de fin de ce film, c'est qu'ils sortent donc de détention. Et puis Brian a laissé donc la copie sur sa feuille qui va être découverte par le principal. Et puis il explique un peu, donc le but c'était de répondre à la question qui suis-je. Et puis il va dire tout simplement, en fait, nous sommes tous à la fois un athlète, une princesse, un criminel, un cerveau et une cause perdue. C'est un peu ça la conclusion. Et à ce regard-là, je trouve que ça marche super bien, parce que c'est vrai que ça enlève un petit peu ce côté ah ouais, ils sont hyper archétypaux, le but c'est de montrer ces archétypes, mais surtout de montrer qu'on est tous un peu selon des curseurs différents, chacune de ces choses. Donc c'est quand même waouh, incroyable, ça marche trop bien, ça fait réfléchir, et c'est assez chou malgré tout, je trouve. Non, c'est clair. Et puis ça fonctionne très bien cinématographiquement parlant, puisqu'il y a vraiment l'enjeu de comment on construit ces stéréotypes, comment on les déconstruit après, etc. Et je trouve que jouer effectivement sur les véhicules, sur ce qu'ils mangent, etc., pour vraiment construire l'identité des personnages, je pense qu'il y a vraiment un message d'analyse ciné très intéressant pour voir comment on construit des personnages avec finalement peu de trucs souvent, avec des trucs très banal, où la scène de bouffe, ils auraient pu simplement se dire ils discutent juste entre eux, puis c'est le moment où ils se retrouvent plus à la même table pour manger. Puis voilà, à la place de ça, on va aussi créer ces stéréotypes à travers ce que chacun mange. Voilà, on se nourrit, on est ce qu'on mange. C'est très très vrai dans ce film. Nous allons pouvoir passer donc au second film que tu nous m'as proposé, donc, qui était Fight Back to School. Et je vais pouvoir commencer par vous lire donc le pitch, le synopsis que j'ai sorti de je ne sais pas où. Basé sur uniquement le titre du film, parce que toi, tu n'as aucune idée de ce que c'était avant d'être placé devant. Alors, le titre du film, j'avais quand même un petit indice, c'est que tu m'as dit qu'il était compliqué à trouver et qu'il fallait des sous-titres. Donc, je me doutais que c'était pas en anglais. Et puis, compliqué à trouver, je pensais que c'était aussi pas un film classique américain. Et du coup, je vous lis rapidement donc le pitch sorti du cul que j'ai fait pour Fight Back to School. Tokyo 2603. Dans la mégalopole surpeuplée, l'accès à l'éducation est devenu un privilège réservé à la classe dirigeante. Les enfants issus de familles modestes n'ont qu'un moyen d'accéder au banc d'école. Un battle royal sanglant dont le seul vainqueur pourra accéder au savoir. Donc une sorte de mix entre... comment ça s'appelle déjà Battle Royale et puis Hunger Games. Alors... Pourquoi japonais ? Parce que je sais que tu aimes bien le cinéma asiatique. Je me suis dit, la thématique de l'école est assez souvent abordée dans les films japonais. Je l'ai vu plus souvent abordée dans ces films-là. Est-ce qu'on peut dire que j'étais un petit peu loin du compte ? Bon, on peut dire qu'en tout cas, tu es rentré beaucoup plus dans la science-fiction avec des élèves qui se battraient pour aller à l'école. Oui. Mais sinon, effectivement, c'est pas tout à fait ça. Alors effectivement, Fight Back to School est sorti en 1991. C'était d'ailleurs le plus gros succès en 1991 de film hongkongais à Hong Kong. Du coup, c'est un film hongkongais, c'est bien de le dire. Réalisé par Gordon Chan. Excusez-moi, juste, c'est un film d'où ça ? De Hong Kong. Ah ok, d'accord. À Hong Kong. Ok, très bien, merci. Ça a été réalisé par Gordon Chan, un réalisateur hongkongais, qui a fait beaucoup de films de flics hongkongais aussi. Est-ce que je refais ? Non, mais écoute, c'est bien de bien situer l'action, je pense. Allez, faisons la suite. Est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles ? On s'en battrait complètement les couilles, ouais. Alors, on t'écoute. Scénario aussi par Gordon Chan et Barry Wong, qui est d'ailleurs un type qui a fait environ 60 scénarios de films en 10 ans, donc c'est assez énorme. Bon, après, le pitch tient sur à peu près un post-it. Et après, le pitch est un peu prétexte, parce que c'est avant tout une comédie qui met en scène l'acteur Stephen Chow, un peu le roi de la comédie hongkongaise dans les années 90 et aussi un peu les années 2000, que vous avez peut-être déjà vu pour avoir joué et réalisé Shaolin Soccer, qui est le film qui l'a un peu propulsé à l'international. Voilà, donc je t'avais proposé ce film parce que j'ai un peu un amour d'enfance pour Shaolin Soccer et donc pour Stephen Chow, qui est un peu celui qui m'a ouvert au cinéma hongkongais avant Jackie Chan. C'est assez impressionnant. Et du coup, quand on parlait de l'école, je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser ce film prétexte pour parler un peu de Stephen Chow, de ce type d'humour, etc. Et donc, est-ce que tu veux nous faire le réel pitch de ce film et nous dire ce que tu en as pensé ? Donc oui, avant de vous faire un bref pitch, je vais juste faire un retour sur les conditions de visionnage, parce que si le canapé n'a pas changé entre les deux films, les conditions... Par contre, les conditions... C'est pas grave. Les conditions, ouais. Les conditions. T'as pris un petit accent. Étaient bien différentes. Donc c'est vrai que cette fois-ci, nous avons vu ce film donc, que tu m'as proposé de découvrir en 7 ou 8 parties, quelque chose comme ça, en chaque fois 15 minutes sur Dailymotion. Oui, c'est une catastrophe. 240p.
sans Non, compter c'est pas que les... C'était au moins du 360. Ça dépendait des moments. Des fois, il y avait de l'entrelacement chelou. Il y avait aussi des sous-titres faits par les fans. Merci à eux. Par contre, la ponctuation n'est pas nécessaire. Le point d'exclamation à la fin des répliques n'est pas nécessaire lorsqu'on sous-titre un film. Donc, c'était assez touchant, mais pas le plus pratique. Et puis, nous avions aussi des petits encarts de copyright qui apparaissaient pendant quelques minutes au plein milieu de l'écran. Enfin, Vraiment des conditions parfaites pour regarder un vieux film hongkongais difficile à trouver, non ? Alors, ça mettait dans l'ambiance. Est-ce que ça lui rendait justice ? Je ne sais pas. En tout cas, donc, pour faire brièvement le pitch, donc, nous avons affaire à une scène inaugurale où on voit un personnage qui rentre pour une prise d'otage ou quelque chose comme ça. Mais dans quoi il rentre ? Il rentre dans C'est un important. bâtiment d'urbex. On dirait qu'ils sont en C'est train de exactement faire de l'urbex, de l'airsoft urbex. Il y a des tags partout. Il y a des tags partout, ça se flingue dans tous les coins. Il sauve une nana et d'un coup, tombé de rideau. On comprend que c'est en fait une mise en scène et que c'est un exercice de la police. Et on voit que même s'il a sauvé cet otage, toute son équipe s'est fait tuer. Donc en fait, il est pas terrible. Et donc, on comprend qu'il va être rétrogradé ou quelque chose comme ça, mais on lui donne une mission. Son général ou son supérieur s'est fait voler son gentil pistolet, on reviendra sur ce gentil pistolet, par des lycéens qui étaient venus visiter le commissariat, et il va être infiltré dans une école pour récupérer ce pistolet. C'est un très beau pitch. Non, mais pas moi, je dis pour le film en lui-même, c'est tiré d'un cerveau imaginatif, on va dire, et je vais quand même dire donc les toutes premières notes que j'ai écrites sur mon carnet en visionnant le film. En majuscule, j'ai écrit « c'est moche et vieux et moche ». Voilà. Ça semble bien, ça ressemble beaucoup à mes premières notes. Moi, les premières notes que j'ai prises, c'est « Eva soupire déjà, elle ignore qu'il n'y a eu que l'intro. Je cite « Ça pue le vieux truc des enfers où il y a Jackie Chan qui saute d'un truc. » Qui saute d'un truc. Et oui, voilà. Jackie Chan, c'était exactement ça. J'étais vraiment pile poil dans la bonne zone géographique. Il y avait un petit peu de racisme. Hein, il y avait du racisme. J'ai noté d'ailleurs quand l'acteur principal est apparu, t'as dit c'est Kim Jong-un, non ? J'assume tout à fait cette blague de mauvais goût, écoute. Donc, en plus, ouais, d'accord. Corée, Japon, ouais, non. Voilà, donc t'es parti sur ces conditions-là, t'es parti dans cet état d'esprit-là. Qu'en as-tu pensé au final de ce film ? Alors, si tu veux déjà mon avis final, oui. Eh bien, je crois que j'ai bien aimé, j'ai trouvé drôle. C'est pas hyper subtil, malheureusement, je suis très bon public pour ce genre de choses un peu... Ouais, vraiment, c'est rigolo, c'est fun, il y a pas mal d'action. Moins d'action que dans un Jackie Chan, par exemple. Tu m'avais montré un Jackie Chan assez récemment. Ouais. C'est quoi le titre déjà ? Police Story. Voilà, Police Story, que j'avais préféré parce qu'il y a quand même plus de scènes d'action, de tabassage, de machin, où on saute dans tous les sens et on fait des roulades et des triples pieds retournés. Là, elles sont assez limitées quand même, les scènes d'action. C'est une grosse blague, par contre. C'est vrai que le principe de retrouver le gentil flingue, il passe des mois dans cette école sans rien faire du tout, où on va juste voir sa vie au quotidien. Il drague une prof. C'est ça, il drague une prof, il se fait suspendre, il a un truc avec son collègue qui doit se faire passer pour son père. Enfin, il y a plein de choses, mais loufoque au possible. Je pense qu'il faut prendre ça au 60e degré et puis ça devient assez marrant et assez fun au final. Son collègue qui est joué par Neng Mantat, qui est en fait son comparse sur beaucoup de comédies. Ils ont formé un duo assez efficace avec Mantat qui lui donne toujours justement, qui est là pour lui donner la réplique, qui est un peu en faire valoir et qui joue dans Shaolin Soccer l'entraîneur, le coach qui va découvrir justement le personnage de Stephen Chow et l'entraîner, etc. C'est un duo qui a une dynamique excellente, ils se connaissent bien, ils ont joué dans énormément de comédies ensemble et tout. Et après effectivement, le scénario, c'est prétexte à du n'importe quoi. Oui, vraiment. Et puis par contre, je pense que même si la base du scénario est un peu random, on peut le dire, il y a beaucoup de choses qui sont sympas, surtout au niveau des répliques. Ça fuse un peu, il y a des petites blagues partout, genre le code... j'en ai noté quelques-unes. J'en ai noté aussi. Au fur et à mesure, mais par exemple, le code du boss, c'est 666. Il utilise son flingue pour se gratter le dos. C'est un super bon flingue pour se gratter le dos. Il y a plein de petites remarques qui font un peu plus mouche. Il y a plein de choses qui marchent super bien, qui sont bien trouvées. La musique est aléatoire. Ça, je le vois sous les yeux... Il y a du bonjour à certains moments. Oui, alors il faut dire que c'est une musique composée par Jonathan Wong Bong, je ne connais pas.
Mais c'était, je crois, son 3e film où dont il composait la musique originale. Mais après, la musique, alors moi, je l'ai trouvé vraiment bien. J'ai noté, d'ailleurs, c'est un des tout premiers trucs que j'ai noté dans mes notes. Musique plus. Je trouvais que la musique vraiment cool. Vraiment cheapée, ouais, effectivement, composée sur ces vieux synthés et tout. Mais qui colle aux scènes assez bien et qui contribue à donner ce côté absurde. Oui, et Attends. T'es coupé. Ouais. C'est dur de repartir après J'ai une cette idée musique. qui... Ouais, c'est ça. Non, je vais te laisser continuer. Dans les répliques étonnantes, dans les répliques qui fusent dans tous les sens, il y avait notamment le fait où il propose qu'ils pourraient organiser un truc où ils font du jeu vidéo. Et quelqu'un lui disait non mais le jeu vidéo c'est violent. Et le personnage répond oui mais la violence n'est-elle pas mieux que le sexe? Ah ouais. Des trucs comme ça. Effectivement, ouais, il y a plein de trucs qui sont hyper qui fusent bien trouvés comme assez ça. de nulle part, c'est assez merveilleux. Il se fait défoncer à coups de poing par un type et quand les autres viennent l'aider, il le relève en lui disant est-ce que ça va? Et il fait il faut demander ça à sa main plutôt. Ouais, il y a plein de choses qui marchent super bien, de répliques, les personnages sont... Alors pour le coup, caricaturaux, mais ça marche, contrairement à d'autres films, par exemple celui dont on a parlé juste avant. Et puis, un autre truc qui est marrant, c'est que du coup, le personnage est ultra crédible en jeune. Et tu m'as dit qu'il avait 30 ans, et je lui en donnais 16. Ou 16, ou enfin, il a une environ vingtaine. 30 ans, ouais. Mais il a l'air... Alors, autant dans Breakfast Club, on a un personnage qui est censé être jeune, qui paraît beaucoup trop vieux, autant là, on a un personnage plus âgé qui marche ultra bien en tant qu'élève. Non, et il a une gueule. Alors ça, c'est Stephen Chow, c'est un des... C'est pas le film qui l'a propulsé, mais c'est vraiment l'année 1990 où il me semble il a tourné beaucoup de films. Il tournait déjà dans les années 80, mais c'est en 1990 où il a tourné dans All for the Winner, notamment, qui l'a fait un peu exploser aux yeux du grand public. Et à partir de là, il a développé son style d'humour. À lui, c'est un peu un style d'humour qu'on appelle le Mulatto. Je ne sais pas si je le prononce bien, qui repose sur une espèce de forme d'humour absurde, typique hongkongaise, parce que ça mêle des références culturelles, ça les mêle à de la parodie, il y a beaucoup de parodies, et c'est une espèce d'intrication entre ces éléments, mais aussi une espèce de surprise du décalage constant. Et c'est d'essayer de placer des répliques qui sortent un peu de nulle part, avec un ton très décalé, typiquement le gentil pistolet. Un truc qui n'a aucun sens, juste le pistolet n'a jamais servi, du coup il va tout le temps être surnommé le gentil pistolet et ça va devenir en plus une réalité, donc ça accentue encore ce côté absurde lorsque le pistolet effectivement refuse même de tirer, a presque une sorte de volonté propre, il n'a jamais servi pendant 30 ans et du coup il tire pas. En plus, c'est tourné de manière hyper mignonne parce qu'il retrouve donc ce pistolet et puis à un moment un peu où il est pris avec des malfrats, il a plus que cette arme-là pour se défendre, il essaie de l'utiliser, elle tire pas. Puis quand il retrouve le chef et qu'il lui dit mais j'ai trouvé votre pistolet, il marche même pas, il dit mais oui, je vous avais prévenu, c'était un gentil pistolet. Il y a vraiment plein de trucs comme ça qui marchent super bien sur le moment de réplique. Après tout l'arc un peu où il essaie de draguer la prof, c'est un petit peu longuet. C'est vrai que c'est sauvé parce que c'est plus un peu des petites scénettes de sketch qui marchent bien. Ouais, ça fonctionne beaucoup sous forme de sketch. Après, c'est pas le film qui développe le plus ce type d'humour absurde, mais il le développe quand même déjà pas mal. Ouais, un truc typique du Mulatto justement qu'on retrouve là-dedans, c'est où d'un coup un élève a mal bossé ou un élève a mal dit un truc ou comme ça et ils disent qu'est-ce qu'on fait avec cet élève et que la prof automatiquement dit il faut le tuer. Et c'est des exagérations comme ça, c'est l'exagération, la réplique qui fuse d'un coup, qui sort de nulle part, qui produit une espèce de surprise et où en plus on va encore un peu enchérir dessus avec d'autres personnages qui vont des fois réagir. Il y a un truc qui culturellement nous marque peut-être moins ou marche peut-être moins, c'est le fait que quand il est surpris par exemple, il tombe de sa chaise. C'est un truc très burlesque, assez physique, etc., mais qu'on n'utilise pas ici, qui n'est pas les codes qu'on a ici, qu'on retrouve plus dans les mangas par exemple, dans ces régions, justement en Asie. dans ces régions là-bas, à l'est, loin à l'est. Ouais, voilà. Vous savez, où les gens ils ont un peu la peau et puis les yeux. Non, voilà, il y a un côté plus cartoon justement que nous on a moins l'habitude, même dans nos films parodiques, mine de rien. Et pour l'anecdote justement pour ce sujet, alors ça c'est un truc que je tiens d'un type qui a beaucoup travaillé sur Stephen Chow, qui a fait une série de vidéos sur toute la filmographie de Stephen Chow qui s'appelle La Maison du cinéma asiatique et qui expliquait qu'en fait Stephen Chow, ses films étaient très mal perçus à l'occidental et par la presse spécialisée occidentale. Les films n'étaient pas importés ici, contrairement à des films comme Kitano où ça a été repéré et donc ça a commencé à être importé, ça a explosé, etc.
Jackie Chan aussi, ça a bien marché. Stephen Chow, non, parce que la presse spécialisée, justement, dans ce cinéma hongkongais et tout, disait, mais non, ça marchera pas à l'occidental. Ça n'avait pas des bons retours de la part de la critique. Il disait, c'est pas un humour que les Occidentaux peuvent comprendre, c'est trop référencé, c'est trop culturel. Alors qu'effectivement, il y a des références, il y a des éléments à côté desquels on passe, il y a des éléments qui sont effectivement très culturels et qui du coup vont produire un rire, mais qui est plus construit, qui est moins spontané, mais où on va se dire, c'est rigolo, j'accepte le type d'humour, je comprends que c'est ce type d'humour, donc je l'accepte et je vais rentrer un peu dans le jeu. Il y a des moments où c'est moins spontané, il y a des moments que je trouve quand même très spontanés. Mais effectivement, après, avec Shaolin Soccer qui a explosé à l'étranger, je pense qu'on peut dire que c'est pas un type d'humour qui est fermé aux Occidentaux. Alors voilà. c'était un très beau long et beau monologue sur le cinéma et l'humour hongkongais. C'est vrai que, alors personnellement, ça m'a pas choqué du tout. Je pense que j'ai été biberonnée par des films asiatiques, que ce soit des films Bollywood par exemple, qui ont aussi un humour absurde. Toi, t'as bouffé du Bollywood toute ton enfance. J'ai bouffé du Bollywood, j'aime beaucoup ça. Des films japonais, mais aussi un petit peu moins connus, que ce soit de Kitano, mais des films peut-être justement plus drôle ou plus absurde, des mangas comme tu le citais, donc c'est vrai que cet humour me parle. C'est une culture, alors est-ce que je l'ai, je pense pas, mais en tout cas j'y suis sensible, donc ça m'a pas choquée, j'ai trouvé ça assez drôle, et puis j'ai été même plutôt surprise par certaines idées plus sérieuses. Voilà, faut garder les proportions, mais c'est vrai que j'ai bien aimé toute la réflexivité qu'il y a dans le film, parce que c'est vrai qu'on ouvre le film sur une fausse prise d'otage dans un lieu d'urbex un peu abandonné qui fait très vrai, et puis on finit par une vraie prise d'otage dans un dans un lycée qui a été mis en place pour des parties d'airsoft. Donc il y a un renversement comme ça, où les enjeux sont complètement différents, puis où on voit que cette fois-ci, dans une situation réelle, il va protéger les personnes avec lesquelles il doit travailler, ses amis, il va super bien s'en sortir, et puis il part vainqueur et triomphant de cette école après avoir libéré tout le monde, réglé des problèmes d'importation d'armes, etc. Donc c'est vrai que derrière ces petites blagues, etc., c'est vrai qu'il y a quand même des idées de réalisation, d'écriture qui sont chouettes, je trouve, et qui m'ont assez séduite. Ouais, il y a des moments quand même très basiques, je pense aux décors notamment. Les décors sont souvent très pauvres, c'est souvent, on voit qu'ils ont trouvé un petit bureau, il y a un mur blanc et puis ils ont posé les deux et c'est filmé. Non mais vraiment, t'as vraiment des moments où il y a une discussion de deux personnages, c'est même pas un champ contre champ, c'est juste les deux personnages filmés, il y a rien comme décor. Et ils parlent, et ça dure 30 secondes et tout. Et c'est aussi le moment où il y a des gags, etc., mais aussi pour faire avancer l'intrigue. Et en parallèle à ça, effectivement, je te rejoins sur des moments de réalisation qui sont plus rigolos, plus chouettes, etc. Un moment très, très con, c'est quand ils marchent sur l'autre qui est par terre, où ils sont en champ contre champ, et où tu as compris qu'il est posé sur lui, et je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait le plan plus large depuis le sol en fait où on les voit, et à la place de ça la caméra s'embête à faire le plan genre les prenant depuis 3 mètres au-dessus du sol pour vraiment appuyer le personnage qui écrabouille l'autre, et je trouve ça assez intéressant. Après, pour ce que tu disais des plans vides, moi je suis pas d'accord avec toi, parce qu'il y avait quand même souvent ce logo de copyright qui flottait dans l'écran et qui remplissait. Mais il apparaît 10 minutes sur 1h40 de film. Mais ça va. Certaines 10 minutes bien trouvées. Et puis il y a aussi parfois donc le fond blanc. En fait, c'est 3 pixels. Donc ça remplit aussi, encore une fois, des formes géométriques. Donc moi, personnellement, j'ai pas vraiment pu juger à ce niveau-là. Ça m'a pas choqué, étant donné qu'on est aussi dans un film... en le regardant, j'avais sans arrêt la comparaison avec Breakfast Club quand même. Et puis c'est des décors assez cohérents quand même. Enfin, on parle d'une école qui a l'air d'être très stricte. Il y a tout ce jeu-là de lui, il est devenu policier parce que justement, il n'aime pas l'école, qu'il est nul, qu'il est un petit peu bête. Et puis, pour séduire sa prof, il va se mettre à étudier. Et c'est ça, le moteur, c'est pécho, encore une fois. Mais oui, mais c'est toujours comme ça. Et j'ai noté quand même l'école au début, il y a des barbelés sur l'école. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, quand il essaie de s'enfuir, ça se passe pas très bien. On sent que c'est vraiment... Il essaie de fuir l'école. Non, c'est très très drôle. Mais en même temps, l'école, elle a une dynamique assez intéressante par rapport aux flics. C'est un film aussi qui tape pas mal sur la police, j'ai l'impression. En tout cas, au début, qui utilise pas mal ça pour des blagues en mode les flics sont un peu nuls, ils se font voler un pistolet lors d'une visite
des lieux, tu vois. Non, Ça, puis ils c'est sont assez bêtes. drôle. Enfin, à chaque fois qu'ils doivent aider, ils en savent rien, ils sont stupides, ils ont aucune réponse. Enfin, tu sens vraiment que c'est un panier de gros débiles. Ouais, ils sont pas présentés sous leur plus beau jour. Le flic, ça m'a fait trop rire. Le flic qui a perdu son flingue et qui dit ne l'avoir jamais utilisé en 30 ans à part pour se gratter le dos. Qui lui demande d'ailleurs est-ce que tu peux me gratter le dos, et l'autre, au lieu de lui gratter le dos vraiment, il fait la forme du flingue avec ses doigts pour lui gratter le dos. C'est typique, cet humour absurde et tout que moi j'aime beaucoup parce que justement tu t'y attends pas et c'est très cartoonesque. Et puis son collègue avec lequel il travaille qui a déjà perdu 9 collègues, 9 partenaires et qu'il a déjà un dixième hôtel prêt pour son prochain partenaire qui va mourir. Enfin, il y a beaucoup de choses absurdes comme ça qui marchent très très bien, je trouve. Mais il faut... Ouais, et qui tape un peu sur les flics et où justement, ouais, il dit qu'à la fin, en plus, il le dit, ce qu'il a appris pour sauver ses potes, etc. Finalement, c'est pas chez les flics qu'il l'a appris, c'est à l'école. Et c'est assez drôle. Il y a vraiment une critique qui va se retrouver dans beaucoup de films de Stephen Chow, de critique sociale, qui va revenir dans pas mal d'autres films. Beaucoup de critiques de classe aussi, où il va souvent incarner des personnages assez pauvres. C'est le cas dans les films internationaux qu'il va faire, Shaolin Soccer, Crazy Kung Fu. Il est assez pauvre. Et puis après, avec la rétrocession de Hong Kong, il peut beaucoup moins parler de ces sujets. Il va se calmer, mais il va faire aussi beaucoup moins de films. Je sais pas est-ce qu'il a fait un film depuis. Je sais plus si The Siren il l'a fait avant ou après, mais en tout cas, il me semble qu'il l'a fait après. Mais où là, le message social est moins sur ces questions-là que sur un message écologique. C'est un film très écolo. Alors, mon cerveau est parti quand tu as parlé de cinéma social, mais je suis sûre que c'est très intelligent ce que tu as dit. Je suis certainement d'accord. C'est vrai que moi, j'en suis restée à des choses un petit peu plus simplistes de divertissement, et puis j'ai apprécié le film pour ça. Ah oui, non, mais après le film, ça reste surtout un divertissement. Il y a un petit peu de cinéma social, enfin un petit peu, c'est même pas vraiment du cinéma social, c'est un peu il y a une critique de la police qui la tourne un peu à la dérision des forces de l'ordre, et puis mais ça s'arrête là. Et c'est assez drôle du coup, quand on fera le parallèle après avec Breakfast Club, mais où les figures d'autorité dans Breakfast Club, c'est l'école, et là, les figures d'autorité, c'est la police, mais les deux sont tournés en dérision, en ridicule et tout, c'est assez pas mal. Et pourquoi attendre ? Moi, je serais pour que nous fassions maintenant une comparaison du traitement du thème de l'école au sein de The Breakfast Club et de Fight for School. Fight Back to School. For School, ouais. Bike, non, back. Ouais, Fight Back to School. For School. For School, to School. To School. Fight Back to School, oui, parce qu'en plus, il me semble qu'ils ont joué sur le titre Back to the Future. Ah oui, en sur 91. Alors, si jamais en clin d'œil, vous avez aussi un film d'horreur, je ne sais plus, Mechanical Chainsaw 2 ou 3, dont l'affiche est une reprise de l'affiche de Breakfast Club. Affiche qui posera les bases de beaucoup de teen movies et de comédies dans les années qui suivront. Donc je parle pour Breakfast Club avec la reprise des personnages qui regardent droit dans la caméra. Bref, mais c'est un petit détail. Et je te laisse lancer le générique de comparaison. D'accord. Bien, donc Fight Back to School et Breakfast Club, qu'est-ce qui les rassemble autour du thème de l'école et qu'est-ce qui les dissemble ? Mais tant pis. Donc, Eva, qu'est-ce que tu en as pensé ? En termes d'école, comment l'école est représentée dans les deux ? Est-ce que tu trouves que c'est un peu pareil ? Alors, en termes d'école, légères, c'est vrai qu'en proposant Breakfast Club, c'est un petit peu triché parce qu'on voit pas vraiment l'école, en fait. On voit surtout l'école et pas l'école. C'est pareil avec Fight Back to School, en fait. Enfin, oui, on voit un peu l'école. Il y a quand même plus de scènes où il doit étudier, il doit taffer, il est en cours, il se prend des trucs pour nettoyer les tableaux dans la tronche, il y a des punitions publiques aussi. Donc un système scolaire assez différent de celui dépeint dans Breakfast Club quand même. Après, c'est vrai que le Breakfast Club, c'est surtout un prétexte pour parler de génération, un peu de lutte de génération, d'affirmation de soi. Là où Fight Back to School, c'est plus prétexte à faire des blagues. Et il y a moins cette réflexion de génération, parce qu'au final, le personnage qui nous ouvre ce monde,
s'intègre jamais tout à fait, si ce n'est pour Ken, et puis il est bien content de ne pas être un élève pour, au final, pouvoir conclure. Après, Breakfast Club, ça reste quand même... l'école est assez pensée comme un terreau de construction, de comportement assez stéréotypé, hérité aussi de la famille. Il y a une espèce de... Je ne sais pas si c'est un point fort ou un point faible du film, mais où il y a peu de distinction entre finalement le cadre familial et le cadre scolaire, qui sont les deux producteurs justement de ces stéréotypes de ces jeunes. Que c'est que quand ils arrivent à se retirer de ces deux cadres, à se retrouver entre eux dans un moment plus intimiste, où ils arrivent un peu à quitter tout ça. L'école comme figure d'autorité est assez critiquée. C'est assez compliqué, effectivement. Il faut bien penser que l'école, c'est quand même le lien, finalement, entre l'individu qu'on est et la société. Et c'est le moment où on doit commencer à trouver sa place en tant qu'individu dans la société. C'est un enjeu qui est très difficile, et c'est un enjeu, je trouve, que Breakfast Club utilise pour sa narration de manière assez intelligente, souvent, et qui arrive à donner justement ces moments qui reflètent des questionnements qu'on a eus, peut-être quand on était jeune. On repense peut-être à des moments où d'un coup on était plus intime avec des gens avec lesquels on ne pensait pas pouvoir être intime. Je trouve que c'est un peu son point fort dans l'utilisation de l'école. Oui, c'est vrai que Breakfast Club, il a vraiment ce côté d'affirmation de l'individualisme et de l'individualité, là où le film hongkongais est bien différent. C'est vrai qu'on voit tout le temps les... Très légèrement. Il y a vraiment toujours la recherche d'un leader, d'un protecteur derrière lequel se cacher, puis sinon une volonté d'être conforme le plus possible. Et après, je me demande si c'est pas aussi le reflet, on parle souvent du système éducatif japonais, où on va plus essayer d'intégrer l'être humain à la société, et puis d'avoir une individualité qui passera en second plan, là où des sociétés occidentales sont plus connues pour essayer d'encourager le développement de soi, sa propre différence, son individualité. Donc je me demande si ça peut pas être aussi un peu analysé dans ce sens-là. Après, c'est vrai que les films en eux-mêmes poursuivent des buts très différents. Mais en même temps, c'est pas complètement déconnant, étant donné que cette espèce de retour à l'école où il va reprendre ses responsabilités, etc., ça va aussi le ramener à une responsabilité plus collective de tous les autres étudiants, étant donné qu'en plus il est plus âgé, il a la responsabilité d'eux, ce qui fait miroir au début de la scène où c'est un peu le chef de l'équipe, il a la responsabilité d'eux. Et ouais, on retrouve un peu cette dimension plus collective. Après, il y a quand même des grosses différences, j'avais noté. Alors l'école, à Hong Kong en tout cas à ce moment-là, c'est à la dure, c'est militaire, ils ont les uniformes, les séparations garçon-fille. Il y a les humiliations publiques comme punition, c'est pas mal. C'est sympa. Faire porter des chaises avec sur la tête avec des panneaux qui disent je ne dois pas tricher, ce genre de truc. Il y a beaucoup de jeux vidéo, j'étais surpris. On est en 1991, il y a plusieurs scènes où ils jouent à des Game Boy, où ils parlent de jeux vidéo, où ils comparent Game Boy et Nintendo. PC et Nintendo. PC Nintendo, Game ouais, Boy plutôt. Et Nintendo, ouais, et il y a même PC une Nintendo. meuf qui joue à une Game Boy. Il y a une meuf qui joue à un Game Boy, ouais. C'est en fait déjà un film plus progressiste que Breakfast Club. Je sais pas. Peu de choses. Après, l'école est quand même assimilée un peu à l'enfer. Ah, et puis il y a des sévices corporels aussi. Il se prend quand même des sacrés trucs dans la gueule par moment. Il se fait taper à coups de règle. Mais est-ce qu'il ne le mérite pas? Ah oui, il se fait taper, il se fait fouetter le cul. Il se fait par fouetter une le cul, règle. oui. Et il y a aussi Turtle Wong, typiquement, qui est chez lui et où Stephen Chow va montrer à la grand-mère donc, du personnage qui est en train d'étudier comment le cogner au mieux avec, je sais plus, avec une assiette ou un bol, je sais plus, derrière le crâne pour... Mais on voit qu'il respecte pas sa grand-mère avant. Hein. Ah oui. On voit que Turtle Wong c'est ça, c'est Turtle. Non, attends. Turtle Wong, ouais, Turtle exactement. Wong ne respecte pas sa grand-mère, donc c'est ma foi bien rendu. J'ai l'impression. Mais il y a également, je trouve, dans Breakfast Club, ce côté un peu glauque où il enferme le jeune dans une pièce à part et qu'il le menace physiquement, ou plutôt psychologiquement, en fait, de lui. Bon, en même temps, il l'a cherché, ce petit con. Hein. Un dernier truc encore quand même important sur l'école qui est représentée dans le film avec Stephen Chow, c'est les gangs. Toute la problématique des gangs qui est très importante, qui est centrale au film et qui fait écho en fait aussi à certains films de l'époque sur le problème de l'investissement des écoles par les triades qui avaient un certain pouvoir sur les élèves, sur certaines écoles même de manière plus générale des fois, qui était un véritable problème apparemment. Après, je ne connais pas plus que ça le sujet, qu'on retrouve du coup beaucoup moins dans un truc comme Breakfast Club et comme dans les films avec des écoles, disons, déjà moins banlieusardes, très clairement, et dans des écoles moins
Ouais, plus sympa, plus bourgeoise, disons-le. Bon, après, c'est quand même. Ils se vantent au début comme étant. Donc, c'est le collège Édimbourg Collège. Oui. Ils se vantent quand même comme étant une des meilleures écoles de la zone. Et puis, c'est vrai que c'est assez marrant, maintenant que tu le soulignes, que Fight Back to School, il y a un peu le côté drogue. Enfin, non, pas tellement drogue, mais un peu plutôt armes, violence, etc. Et les sévices corporels extrêmement durs. Mais c'est la rigolade, les élèves vivent leur vie, alors que dans Breakfast Club, c'est une vie tout à fait normale. Il y en a un qui potentiellement se fait battre par ses parents, ce qui est assez dramatique, hein, évidemment. Mais c'est vrai que c'est des problèmes bien plus... qui pourraient sembler plus légers, mais qui ne le sont pas forcément, et qui sont pris avec un sérieux dramatique. Effectivement, On les voit au final, on souffrir. a un peu une comédie sociale et on a un drame de petits bourgeois. Je ne souscris pas à cet avis, mais je te laisserai l'assumer, évidemment. Je vais donc faire le montage pour j'assume. garder ça. J'assume. Bien. Est-ce que on le recommande, Fight Back to School? Je voudrais bien vous le recommander, mais c'est impossible de l'avoir, donc... Ah si, on peut l'avoir sur Dailymotion en 8 parties, avec des fois un copyright au milieu de l'écran, mais ça dure pas longtemps. Puis bon, il vaut la peine. Moi, j'ai beaucoup de plaisir, j'étais content de le présenter. Mais au-delà de les recommander, parce que vous l'avez quand même Ouais. compris, c'est des films qui sont assez cultes, assez intéressants, dans leur style aussi très différent. Ouais. Mais il va plutôt falloir choisir Ouais, il va falloir choisir. a le droit de rester, lequel Ouais. est élu en vainqueur de ce podcast. Il ne peut en rester qu'un, tout ça, on connaît la chanson. Alors moi, je choisirais Fight Back to School. D'accord. Est-ce que vous pouvez éclairer votre choix? Tu me vous vois maintenant. Oui, je crois qu'il y a une certaine distance qui doit être mise à partir de cette révélation. Non, je le choisirais parce que il est moins culte, il est moins connu, donc je serais plus content que les gens découvrent celui-là. Même si j'ai moins eu des moments émotion comme l'autre a su me fournir, notamment à travers la scène dont on a beaucoup parlé. Il a aussi eu des moments qui m'ont agacé, alors que l'autre à aucun moment ne m'a agacé. Il n'y a pas de blagues qui m'ont agacé, il n'y a rien où je me suis dit, oh, ça c'est relou, j'aimerais bien que ça se termine et qu'on passe à la suite, etc. Il m'a ennuyé par moments quand il se prend au sérieux avec son intrigue alors que ça sert à rien. Mais sinon, je trouve il est très très dynamique, il est très chouette. C'est une petite perle à découvrir et tout. Pour ceux qui connaissent pas Stephen Chow, n'hésitez pas à regarder aussi d'abord peut-être Shaolin Soccer qui est plus accessible, Crazy Kung Fu, et après de vous plonger peut-être sur celui-ci, sur God of Cockery qui est vraiment vraiment chouette, etc. Très bien. Eh bien... T'es très très froide, qu'est-ce qui se passe? En fait, je pensais être du même avec toi en commençant ce podcast. Et en fait, non, en reparlant de ces films, je crois que je recommanderais plutôt The Breakfast Club. Je garderais plutôt The Breakfast Club parce que c'est vrai qu'en le re-regardant, les thématiques me touchent moins parce que je suis plus dans la même période de vie, mais en fait, je trouve vraiment qu'il peut avoir un retentissement particulier quand on est jeune, quand on est dans ces périodes-là et qu'on se cherche. Et je trouve qu'il propose des choses intéressantes. Donc, pour la jeune fille que j'ai été il y a un jour, il fut longtemps, quand juste était à l'école, il y a bien longtemps, comme vous pouvez le remarquer, eh bien, je crois que je vais sélectionner celui-ci. L'autre est chouette et fun. Je pense que j'en garderai peu de choses parce qu'il est quand même assez dispersé. Je regrette typiquement que l'enjeu de retrouver le flingue soit complètement... prétexte et éluder une grande partie du film. Donc très fun, mais peut-être j'en garderai moins de choses. Et je pense que Breakfast Club a ce côté un petit peu plus sérieux, plus de la réflexion. Voilà, quoi. Il se prend un peu le chou, et puis c'est bien un peu de se prendre le chou. Il est plus original, il dénote un petit peu de ce qui se fait aussi, je trouve. Bien, et voilà. On va camper sur nos positions quant au film qu'on a proposé. Eva préfère le sien, moi je préfère le mien. Mais toujours est-il que ce n'est pas terminé, étant donné qu'il va falloir proposer le prochain thème et les prochains films. Et donc j'avais choisi l'école pour ce premier podcast, et c'est à ton tour, Eva, de choisir le prochain thème qu'on va aborder. Donc comme prochain thème, j'ai choisi l'évasion. L'évasion au sens propre, hein, pas l'évasion de l'esprit, l'évasion... Un film sur Patrick Balkany, est-ce que ça passe? Alors, je ne vais pas répondre à cette question, je ne sais pas comment rebondir. Mais oui, voilà, ce sera sur l'évasion. Et puis je vous laisserai peut-être plutôt découvrir les films la prochaine fois que nous avons sélectionnés. Oui, ça sera des bons films, comme d'hab. Et puis volontiers, si vous voulez nous dire ce que vous avez pensé des deux films. Est-ce que vous avez vu le film hongkongais qu'a proposé Jordi? Ça me oui, j'ai vu qu'il il avait genre... il a combien de critiques sur Sens Critique? Je crois qu'il en avait genre même pas 100.
En tout cas, n'hésitez pas alors à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez vu ces films, et n'hésitez pas aussi à nous proposer des prochains thèmes, ça nous intéresse, ou à nous dire les films que vous pensez intéressants sur le thème de l'évasion. Volontiers. Et puis merci beaucoup d'être resté avec nous pendant tout ce temps. Merci, c'était trop cool. À bientôt. À bientôt. Au revoir.